Evert. Bonjour Caroline. Nous allons parler naturellement du dossier des retraites, mais d'abord ce matin, l'information de la nuit. Comme prévu, l'Iran a riposté en tirant des missiles sur des bases américaines. La France voulait éviter l'escalade, c'est raté. Il y a un processus d'escalade, oui, comme vous le dites, parce que c'est toujours le cas. L'assassinat de ce général iranien provoque cela. Et puis il y avait d'autres choses avant. Donc on est dans un conflit larvé aujourd'hui, très clair. Et on le sait bien, entre les États-Unis et l'Iran, et plus largement tous ceux qui les soutiennent. Justement c'est justement que l'escalade se produise et qu'à un moment donné, personne ne soit capable de l'arrêter, qu'il y ait un acte impossible de la part d'une des deux puissances qui amène l'autre à réagir encore plus puissamment. Et c'est évidemment extrêmement... c'est plus qu'inquiétant. Il y a d'autres éléments dans le monde aujourd'hui. On voit bien que tout le monde se souhaite bonne année, mais qu'il y a des éléments quand même extrêmement puissants, bien plus puissants que les années précédentes, qui amène à une déstabilisation et à des dangers qu'il faut contenir. C'est facile à dire, sur un plateau de télévision, c'est plus compliqué à régler, visiblement plus compliqué à régler. Et puis il y a la place de la France là-dedans, et de l'Europe. Est-ce qu'il y a une voix dans ce conflit-là, désormais, entre Oui, je pense que le président de la République Washington essaye de faire les choses, de jouer son rôle comme on doit le faire quand on est à France. Je vois simplement que l'Europe est très absente, encore une fois, des choses. Et la seule, en réalité, puissance mondiale qui respecte un certain nombre de choses, ça devrait être l'Europe, avec des règles, une opinion humaniste du monde, une vision non naïve. Et c'est impossible entendre de l'exprimer. En réalité, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de puissance européenne. Ça manque au monde. L'autre information du jour sera naturellement la conférence de presse de Carlos Ghosn. Qu'attendez-vous de cette prise de parole? Est-ce que vous attendez qu'il s'explique sur les conditions de son évasion, de son départ du Japon? Oui, il y a un côté rocambolesque, on le dit, un côté aussi romanesque. Ça a un certain panache, cette évasion. Alors, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Enfin, en tout cas, moi, vous le dites comme ça, vous. Je le dis comme ça. Je pense que le système judiciaire japonais a laissé peu de chance à Carlos Ghosn pour s'expliquer. Je ne sais pas ce qu'il a fait, et personne ne le sait en réalité. Et moi, j'attends pas de cette conférence de presse des explications sur comment il a fui le Japon. C'est pas le sujet, au fond, le plus important. Le plus important, c'est qu'est-ce qu'on lui reproche. S'extraire un processus judiciaire, c'est quand même un sujet. Oui, d'accord, je suis d'accord. Mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est voilà, le fait est là, tout est énorme dans cette affaire. Et je trouve que la France a très vite lâché, au fond, Carlos Ghosn. Il a fallu une petite dizaine d'heures, c'est tout, sans avoir d'opinion sur le fond de ce qui était reproché à ce chef d'entreprise, mis au sommet de ce qu'on pouvait estimer de la part d'un chef d'entreprise. Chef d'entreprise d'une très grande entreprise française. Donc il y a derrière cela, bien sûr, beaucoup probablement d'éléments Renault, Nissan. Et je voudrais savoir ce qu'il y a derrière, et je voudrais avoir les explications de Carlos Ghosn lui-même. Il a le droit à la parole, et nous, on a besoin de sa parole. Qu'un chef d'entreprise français soit attaqué de cette manière-là, traité aussi de cette façon-là. Ça vous interpelle le fait qu'il ait été lâché aussi rapidement par le gouvernement français? Oui, ça m'a toujours interpellé. Je n'ai pas compris. Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Je n'ai pas compris que le patron de Renault, qui a plutôt eu des succès chez Renault, créant un groupe, quasiment le premier groupe mondial d'automobiles avec des Japonais, je ne comprends pas qu'il puisse avoir été lâché aussi vite. Alors, probablement, il y a des raisons. Le gouvernement doit mieux s'expliquer. Peut-être que M. Ghosn a beaucoup de choses à se reprocher. Peut-être, je n'en sais rien. Mais je voudrais savoir ce qui s'est passé exactement, au-delà des problèmes de cette question de cette fuite romanesque. Les syndicats continuent de demander le retrait de l'âge pivot. Je parle des syndicats comme la CFDT. Le gouvernement accepte le principe d'une conférence de financement proposée sur le plateau du 20h de France 2 par Laurent Berger, et on renvoie à une discussion vendredi. On avance ? Non, le gouvernement s'est mis lui-même dans une situation infernale. Et moi, honnêtement, je ne le souhaite pas. Je souhaite qu'il y ait une réforme des retraites, je souhaite qu'elle soit efficace, qu'elle soit plus juste par principe. On ne fait pas de réforme pour être plus injuste, mais je vois simplement que par manque de méthode, aussi par manque de travail sur le fond. Sur l'incapacité à essayer, c'est la réforme qui échappe à celui qui a tenté de la construire. Il y a un côté apprenti sorcier là-dedans. En quoi elle leur échappe ? Mais parce que faire un régime universel incompréhensible pour tous les Français, ça n'a aucun sens. On ne fait pas de réforme qui ne peut pas être comprise par l'ensemble des Français. Elle est inutile, cette réforme, dans son ampleur. À vouloir tout embrasser, on n'embrasse plus rien, et on embrase.
plutôt les choses. Et honnêtement, c'est ce qui se passe. Il n'y avait pas d'utilité. Si c'était utile, il faudrait le faire, mais il n'y a pas d'utilité aujourd'hui à modifier les régimes libéraux. Il n'y a pas de raison de modifier tout ça. Sous ces régimes autonomes, il n'y avait pas de raison de le faire. Il fallait simplement augmenter l'âge de la retraite et l'assumer. Et l'assumer, ce n'est pas une vision comptable, c'est une vision de justice, et l'assumer. Puis deuxième point, régler le problème des régimes spéciaux qui sont tout à fait injustes vis-à-vis de tous ceux qui n'en profitent pas d'une certaine façon. Ça veut dire que renoncer à l'âge pivot pour le gouvernement, ce serait renoncer à l'équilibre financier de la réforme donc, Oui, l'âge pivot, c'est déjà une demi-mesure. C'est déjà la part d'un gouvernement, c'est-à-dire j'ose pas augmenter l'âge, donc je fais un âge compliqué où au fond on augmente sans augmenter. En réalité, c'est une baisse de la pension, c'est une baisse des retraites. Vous allez partir à 62 ans, vous aviez des droits, vous avez maintenant moins de droits. Donc c'est une baisse des retraites. C'est déjà pas formidable et c'est pas très efficace. Mais enfin, au moins il y a ça. Il ne peut pas y avoir d'évolution dans notre système de retraite si on ne met pas le financement qui va avec. La question, Éric Woerth, c'est comment on en sort de cette situation-là ? En tout cas, on n'en sort pas par le bas. Je ne pense pas qu'on puisse en sortir par le bas, en détricotant le pull qu'on a eu du mal à tricoter et qui n'est pas du tout adapté à la taille de celui qui doit le porter. Alors comment est-ce qu'on tricote pour que ça mette un terme à ce mouvement social ? Le gouvernement, franchement, c'est pas génial l'âge pivot, hein, mais le gouvernement, il doit tenir là-dessus. Le financement de la réforme, c'est la première condition de la justice de cette réforme. Si une réforme n'est pas financée, ça veut dire, c'est comme si vous aviez, pendant les fêtes, invité vos amis à dîner, dans un restaurant et qu'à la fin, personne ne paye l'addition. Il y a un moment donné, il faut être responsable. Et ce n'est pas aux générations futures de payer l'addition de nos propres retraites. Est-ce que le gouvernement sait où il va ? On dit que le gouvernement joue le pourrissement. Est-ce qu'il y a une stratégie derrière ce qui est en train de se passer, à votre avis ? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a de stratégie. Je pense qu'en réalité, le gouvernement, il est perdu sur cette affaire. Il n'y a pas de méthode. Donc, il n'y a pas de stratégie. Il essaye d'aboutir à quelque chose. Il essaye de sauver les meubles. Parce que pendant 2 ans, il ne s'est rien passé. Il n'y a pas eu de discussion. Toutes ces discussions, elles auraient dû avoir lieu. La discussion sur l'âge... Mais qu'est-ce qu'on s'est parlé pendant 2 ans ? Mais je n'en sais rien. Moi, je l'ai dit à plusieurs reprises, il faudrait qu'au moins le gouvernement rencontre au moins les formations politiques. Il faudrait se poser la question du financement de la réforme, intégrer à cela. C'est pas uniquement à la CFDT de dire ce qu'elle pense, parce qu'en 2003, elle a été, semble-t-il, elle a ce souvenir terrible de la réforme de 2003 qui a failli faire basculer la CFDT. Je respecte ses positions, mais peut-être a-t-elle tort, et profondément tort. Et puis, il faut que le gouvernement soit plus clair. Quand il parle d'âge pivot, d'ailleurs... Oui. Quelle est l'évolution de cet âge pivot ? Il n'y a pas 64 ans gravés dans le marbre pour les années qui viennent. C'est 65 après, et 66, oui. C'est ça ? Comment il prévoit les choses ? À quelle date ? En quelle année les régimes spéciaux ? En quelle année un cheminot partira à 62 ans ? Vous avez posé la question au Premier ministre, il ne vous a pas répondu ? Non, il ne m'a pas répondu du tout. J'ai l'impression qu'un cheminot, quand il est né le 31 décembre 1984, il part à 52. Quand il est né le 1er janvier 1985, il part à 62. Il y a un petit problème. Est-ce que c'est ça ? Il ne répond pas. Vous leur poserez sans doute la question. Sans doute. Merci beaucoup, Éric Woerth. C'est à vous, Laurent.